s'est assise au fond de la salle lambrissée d'un bois oppressant, un fantôme dans une robe noire empruntée. La famille au premier rang, la veuve, le fils, la fille, la traversait du regard comme si elle était faite de verre. C'étaient les Blackwell, une dynastie d'acier et de glace, attendant de réclamer leur empire. Elle, c'était Sarafina Hayes, l'infirmière qui avait tenu la main du vieil homme. Personne ne la remarquait. Personne ne lui parlait. Pourtant, dans 10 minutes, son nom serait le seul qui compterait, déclenchant une guerre qui mettrait au jour un secret enfoui depuis 30 ans. Les bureaux du cabinet Dupont, Valette & Croft, installés au 40e étage d'une tour de verre et d'acier à la Défense, avaient été conçus pour intimider. À l'intérieur, c'était une forteresse d'argent ancien, des boiseries en chêne sombre, l'odeur légère d'huile de citron et de vieux cuir des portraits d'hommes morts depuis longtemps. La moquette, si épaisse, semblait absorber tout bruit, toute espérance. Sarafina Hayes était-elle assise sur une chaise fragile, près de la porte, son vieux sac à main serré contre elle. Elle se sentait comme une souris égarée dans la tanière d'un lion. Au premier rang, sur un canapé de cuir moelleux, étaient assis les Blackwell. Catherine Blackwell, la veuve, était une sculpture de perfection blonde et glacée. Son tailleur noir Chanel était irréprochable. Son deuil se résumait à une unique boucle d'oreille en perles sans faille. Elle n'avait pas versé une larme aux funérailles. Elle avait seulement semblé dérangée. À ses côtés, Marcus Blackwell, l'héritier désigné, tapotait sa montre Patek Philippe. C'était un homme gonflé par son costume sur mesure, le visage empourpré par l'impatience et le cognac hors d'âge. Il était PDG intérimaire de Blackwell Industries SA depuis 1 an, et tout le monde savait qu'il n'attendait qu'une chose, que le mot « intérimaire » disparaisse. Puis il y avait Béatrice Blackwell-Smith, la fille mariée à un nom encore plus ancien, et qui rayonnait d'un mépris aristocratique aussi fragile qu'une porcelaine. Elle murmurait à sa mère assez fort pour que Sarafina l'entende. « Maman, faut-il vraiment être ici? C'est d'un ennui mortel. Finch ne pouvait-il pas simplement nous envoyer la répartition par email? C'est le protocole, ma chère, » répondit Catherine d'une voix basse, les yeux fixés sur le fauteuil vide en bout de table. Ton père était un traditionnaliste du moins, quand il ne se comportait pas comme un vieux sentimental ridicule. Sarafina tressaillit. Elle se savait probablement être le dernier projet du vieux sentimental. Elle avait été l'infirmière privée et la compagne d'Arthur Montclair Blackwell pendant les 2 dernières années de sa vie. La famille l'avait engagée sans lire son dossier, puis l'avait aussitôt effacé de leur esprit. Ils rendaient en visite à leur patriarche au château Blackwell, en périphérie de Versailles, 1 fois par mois, pour un dîner silencieux de 30 minutes. Sarafina, elle y était chaque jour. C'est elle qui écoutait ses récits sur la construction de son empire. C'est elle qui tenait un verre d'eau à ses lèvres lorsque ses mains tremblaient trop fort. C'est elle encore qui restait à ses côtés sur la terrasse à 3 heures du matin quand la douleur l'empêchait de dormir, l'écoutant désigner les constellations d'une voix chargée de regrets. La porte s'ouvrit et Maître Alistair Finch, avocat anglo-saxon, inscrit au barreau de Paris, entra. Grand mince, l'air aussi ancien que le bois autour de lui, il portait un unique dossier relié de cuir. « Merci à tous d'être venus », dit-il d'une voix sèche, comme du parchemin. Il s'assit, ajusta ses lunettes et regarda la famille. Ses yeux effleurèrent l'espace d'un instant. Le fond de la salle, il fut le seul à reconnaître la présence de Sarafina, lui, adressant un bref signe de tête. Je vais à présent donner lecture du testament authentique d'Arthur Montclair Blackwell. Marcus se pencha en avant, un éclat prédateur dans le regard. Béatrice cessa de chuchoter. Catherine redressa le col impeccable de son tailleur. Sarafina, elle tenta simplement de respirer. Si elle s'était là, c'était parce que Maître Finch l'avait personnellement appelée, insistant sur le fait que c'était la dernière volonté non négociable d'Arthur. Elle s'attendait à un petit legs, peut-être de quoi rembourser ses prêts étudiants, un ultime geste de bonté. La famille, elle attendait le monde. Tout d'abord, les legs mineurs commença Finch.
Il lut la liste 50 000 € au jardinier, 100 000 à l'Orchestre de Paris, 20 000 à l'École polytechnique, son alma mater. À chaque legs mineur, le sourire de Marcus se crispait davantage. Ce n'était que le nettoyage des miettes avant le plat principal. Et maintenant, dit Finch, en tournant une page, nous en venons à la succession principale. L'air de la pièce crépita. À mon épouse Catherine Blackwell, lut-il, je lègue la somme d'1 million d'euros, placée en fiducie, dont elle pourra tirer un revenu à condition qu'elle ne se remarie pas. Le silence fut assourdissant. Le visage soigneusement poudré de Catherine se figea. 1 million, murmura Béatrice horrifiée. Marcus fronça les sourcils. C'est la dotation pour la maison d'hôte, continuait Finch. À ma fille Béatrice Blackwell Smith, poursuivit Finch d'une voix imperturbable. Je lègue à ma fille Béatrice Blackwell Smith ma collection d'art du 18e siècle, estimée à environ 2 millions d'euros, à condition qu'elle ne la vende jamais. Béatrice laissa échapper un petit cri étranglé. Ces toiles lui avaient toujours semblé affreuses, et elle comptait les vendre pour financer une nouvelle aile à son domaine de Saint-Cloud. Et à mon fils Marcus Blackwell, poursuivit Finch, en balayant la page du regard. Je lègue ma collection de montres anciennes ainsi que mon plus sincère espoir qu'il apprenne. Un jour, la valeur du temps, le visage de Marcus passa du rouge au pourpre dangereux. Les montres, c'était tout et l'entreprise et le château. J'y viens, répondit Finch calmement. Il but une gorgée d'eau savourant presque la tension insoutenable. Tout le reste résidu et reliquat de ma succession, tant mobilière qu'immobilière. L'eût-il y compris les 51% de participation, donnant le contrôle de Blackwell Industries S.A., le château Blackwell, et tout son contenu, l'appartement de prestige avenue Foch à Paris, la villa de Cap-Ferrat, ainsi que la totalité de mes avoirs liquides et portefeuilles d'investissement estimés à environ 900 millions d'euros. Marcus tremblait presque un sourire grotesque, se dessinant sur son visage. Il croyait à une plaisanterie, un dernier test de son père. Finch leva les yeux au-dessus de la famille, fixant la silhouette invisible au fond de la salle. Je lègue le tout à mademoiselle Sarafina Hayes. Si une bombe avait explosé dans la pièce, le silence n'aurait pas été plus violent. La main de Catherine Blackwell, posée sur l'accoudoir du canapé, se crispa au point que ses jointures blanchirent. La mâchoire de Béatrice se décrocha son rouge à lèvres parfait, devenant soudain criard. Marcus fut le premier à bouger. Il se leva lentement, la chaise de chêne raclant le sol dans un grincement terrible. « Qu'avez-vous dit » siffla-t-il d'une voix basse et grondante. Maître Finch ne broncha pas. « J'ai dit, je lègue le tout à mademoiselle Sarafina Hayes. » « Mais qui diable est Sarafina Hayes » Marcus se tourna fouillant la salle du regard. Ce fut Béatrice qui la vit la première. Son regard glissa vers le fond, jusqu'à la femme insignifiante en robe bon marché. Ses yeux s'écarquillèrent d'abord de surprise, puis de pur dégoût. « C'est elle », murmura Béatrice, le doigt tremblant sorti de diamant. « C'est l'infirmière. » 3 paires d'yeux bleus et glacés comme la banquise se braquèrent sur Sarafina. Pour la première fois, il la voyait vraiment. En cet instant, elle n'était plus de verre. Elle était un obstacle. Elle était l'ennemi. Sarafina sentit le sang quitter son visage. Ses mains devinrent insensibles. La nausée la prit. 900 millions. L'entreprise, le château. « Non », murmura-t-elle en secouant la tête. « Ce n'est pas possible. C'est une erreur. » La seule erreur, gronda Marcus, en s'avançant d'un pas, c'est que tu respires encore. Monsieur Blackwell trancha Finch, sa voix claquant comme un fouet. « Asseyez-vous. » Toute menace sera consignée. C'est une farce, rugit Marcus, ignorant l'avocat et avançant vers Sarafina, qui se recula contre le mur. Espèce de sansu intéressé, qu'est-ce que tu lui as fait? Tu lui as lavé le cerveau. Tu as couché avec lui.
Marcus. La voix de Catherine claqua tranchante. Elle s'était levée, sa froideur se fissurant, révélant la fureur brute dessous. Ne sois pas grotesque. Elle tourna ensuite son venin vers Finch. Alistair, tout ceci est une mascarade. Mon mari était sénile. Il était sous médicaments. Il n'avait plus sa lucidité. Cette créature a évidemment exercé une influence indue. Ce testament est nul. Nous allons le contester et la faire arrêter. Je vous assure, Madame Blackwell, répondit Finch, en ouvrant sa mallette, que cela ne sera pas possible. Arthur était, comme vous le dites, un traditionnaliste. Il avait prévu votre réaction. Il sortit 3 documents et les posa sur la table. Voici 3 expertises psychiatriques indépendantes, réalisées par 3 des meilleurs spécialistes du pays. La dernière date de 48 heures avant la signature du testament. Toutes concluent qu'il était parfaitement sain d'esprit et agissait de son plein gré. Il sortit un 4e objet, une petite enveloppe scellée. Il a également enregistré une déclaration notariée à lire en cas de contestation. Souhaitez-vous que je la fasse projeter maintenant ou préférez-vous attendre l'audience au tribunal judiciaire? Le visage de Catherine n'était plus qu'un masque de haine. Elle comprit à cet instant qu'elle avait été totalement et brillamment déjouée par son mari défunt. Béatrice, retrouvant sa voix, laissa échapper un cri étranglé, une maison. Il a donné notre maison à une domestique. Elle ne peut pas l'avoir, hurla. Marcus, le visage ruisselant de sueur. Je dirige cette société. Elle m'appartient. C'est mon droit d'aînesse. Il semble, dit Finch, en se levant, que votre droit d'aînesse ait été réattribué. Mademoiselle Hayes est désormais votre supérieure. En réalité, dit Finch, elle est désormais la supérieure de vous tous. Il se tourna vers Sarafina, son expression s'adoucissant presque imperceptiblement. Mademoiselle Hayes, cette réunion est close. Les Blackwell peuvent se retirer. Il désigna la porte. Marcus eut un mouvement brusque prêt à bondir, mais Catherine posa une main glaciale sur son bras. Son regard était calculateur, tranchant comme une lame. « Pas ici, Marcus », dit-elle d'une voix dangereusement basse. « Ce n'est pas fini. C'est loin d'être fini. » Elle se tourna vers Sarafina, la détaillant de la tête, aux pieds de ses chaussures usées. À ses mains tremblantes, avec une haine si profonde que Sarafina la sentit comme un coup physique. « Tu peux avoir son argent, » siffla Catherine, « mais tu ne seras jamais des nôtres. Tu regretteras ce jour jusqu'à ton dernier souffle. Je brûlerai jusqu'au dernier centime pour te détruire. » Béatrice suivit sa mère en sanglotant. « Je suis ruiné. Il m'a ruiné. » Marcus fut le dernier à partir. Il s'arrêta sur le seuil dominant Sarafina de toute sa hauteur. Il ne dit rien. Il leva seulement un doigt, le pointa vers elle, puis le fit glisser lentement sur sa gorge dans un geste explicite. Puis il sortit. La lourde porte se referma dans un claquement sourd, laissant Sarafina seule dans l'immense salle silencieuse avec Maître Finch. L'adrénaline retomba, ses jambes cédèrent. Elle s'effondra sur la chaise fragile, le corps secoué de tremblements. « Maître Finch », balbutia-t-elle, les larmes brouillant sa vue. « Je ne comprends pas. Pourquoi m'a-t-il fait ça? Ce n'est pas un cadeau. C'est une condamnation. Au contraire. » Mademoiselle Hayes, répondit Finch en s'approchant. Il sortit de sa poche une petite clé en laiton lourde et finement ouvragée et la déposa dans sa main tremblante. « Ceci n'est pas une condamnation. » Il lui tendit ensuite une enveloppe épaisse de papier crème scellé, du cachet de la famille Blackwell. Son nom y était inscrit d'une écriture tremblée qu'elle reconnut aussitôt celle d'Arthur. « Ceci dit, Finch, est votre armure. » Sarafina ne retourna pas au château Blackwell. L'idée de pénétrer dans ce monument glacé dédié à une famille sans amour
lui soulevait le cœur. Elle ne se rendit pas non plus à l'appartement de l'avenue Foch, ni à la villa de Cap-Ferrat. Elle prit un taxi vers son petit appartement d'une pièce dans le 18e arrondissement de Paris, celui dont le radiateur claquait et dont la fenêtre donnait sur un mur de briques. La clé pesait comme un bloc de glace dans sa poche. Et la lettre dans son sac à main semblait une bombe prête à exploser. Elle verrouilla la porte, tira la chaîne et s'appuya contre le battant, le cœur battant à rompre sa poitrine. En moins de 15 minutes, elle était passée d'infirmière invisible à cible milliardaire. Elle s'assit sur son vieux canapé, l'enveloppe lourde sur les genoux. Longtemps, elle resta immobile, à contempler son nom Sarafina. Il l'avait toujours appelée ainsi, jamais Sarah. Sarafina, disait-il, « Vous avez des yeux honnêtes, chose rare en ce monde. » D'une main tremblante, elle brisa le seau de cire. À l'intérieur, plusieurs pages de papier, vergées couvertes de l'écriture fine et nerveuse d'Arthur, ma très chère Sarafina. Si vous lisez cette lettre, c'est que je suis parti et que la première bataille a déjà eu lieu. Je suis infiniment désolé pour ce que je viens de vous faire subir. Je vous connais. Je sais que vous n'avez rien demandé de tout cela. Je sais que vous avez peur. Mais je connais aussi votre force, une force que ma propre lignée n'a jamais possédée. Je ne vous fais pas un don, Sarafina. Je vous confie un fardeau. Je vous demande un dernier service. Pas pour moi, pour votre père. Sarafina se figea. Mon père. Son père David Hayes était mort lorsqu'elle avait 10 ans. Un homme brillant et doux ingénieur que sa mère avait toujours décrit comme mort de chagrin. Il avait perdu son emploi, ses économies et sa réputation dans une escroquerie industrielle qu'elle n'avait jamais comprise. Sa mort avait plongé la famille dans la misère, une misère dont Sarafina n'avait jamais totalement émergé. Elle reprit sa lecture le sang glacé. « Vous ne vous en souviendrez pas, mais j'ai connu votre père. David Hayes fut mon premier associé, mon meilleur ami. Il était le H de B&H Technologies, la société qui devint un jour Blackwell Industries SA. C'était le génie. Moi, je n'étais que le vendeur. En 1995, nous étions sur le point d'une percée. David avait conçu une puce de traitement capable de révolutionner l'informatique. Nous allions devenir des rois. Mais ma famille Catherine et Marcus n'y voyaient qu'un pactole. Ils considéraient votre père comme un obstacle. Marcus déjà jouait et devait de l'argent à des gens dangereux. Catherine rêvait d'un accès plus rapide au cercle mondain. Ils ont comploté. Ils ont falsifié des documents, créé une fausse piste comptable accusant David de détournement de fonds. Ils l'ont accusé d'avoir vendu ses propres inventions à un concurrent. Ils m'ont forcé à choisir entre ma famille et mon ami. Et j'ai été lâche, Sarafina. J'ai choisi ma famille. J'ai laissé faire. J'ai regardé sans bouger pendant qu'ils le ruinaient. Ils ont effacé son nom de la société. Volé son œuvre, l'ont poussé à la faillite et cela l'a tué. Sarafina laissa échapper un sanglot étranglé la main sur la bouche. La lettre tremblait entre ses doigts. Pendant toutes ces années, elle avait cru que son père était un entrepreneur malchanceux. Elle comprenait maintenant qu'il avait été assassiné socialement. Il avait été détruit. Je vis avec ce péché depuis 30 ans. J'ai vu ma femme devenir un monstre d'ambition et mon fils une créature de pure cupidité. Je les ai laissés bâtir un empire sur la tombe d'un homme meilleur. Je n'ai pas pu les arrêter, mais j'ai pu prévoir une issue. Il y a 2 ans, je t'ai retrouvé. Ce n'était pas un hasard, Sarafina. Je t'ai cherché. Je devais savoir si un peu de la droiture de ton père survivait encore en toi. Et elle y était. Tu as passé 2 ans à soigner l'homme dont la famille a détruit la tienne. Tu l'as fait avec douceur, avec patience, avec une dignité silencieuse qui m'a humilié jusqu'à la moelle. Ma famille a échoué à toutes les épreuves que je lui ai imposées. Tu les as toutes réussies sans jamais savoir que tu étais mise à l'épreuve. Ce n'est pas un cadeau, c'est une restitution. La réparation de ce qui te revient de droit. Blackwell Industries SC a été construite sur le génie de ton père.
Elle t'appartient, mais ils ne te la laisseront pas. Ils tenteront de te détruire comme ils l'ont détruit. Ce qui m'amène à la clé. Sarafina regarda la clé de laiton massif posée sur la table basse. Elle était lourde, ouvragée, d'un style ancien. Cette clé ouvre une pièce du château Blackwell, une pièce que seuls toi et moi connaissons. Va dans la bibliothèque. Cherche la 3e étagère section Histoire romaine. Trouve l'exemplaire des Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. C'est un faux livre. Derrière se trouve une serrure. Utilise la clé. À l'intérieur, tu trouveras ma véritable succession. Pas l'argent, pas l'entreprise, la vérité. J'ai passé 10 ans à la rassembler. Ma famille croit que j'étais un vieil homme sénile. En réalité, j'étais un historien. C'est ton arsenal, Sarafina. N'aie pas peur de t'en servir. Ils ne te feront aucun cadeau. N'aie aucune pitié. Venge ton père. Sois courageuse. Je suis si fier de toi. Ton ami Arthur. Sarafina resta assise silencieuse pendant 1 heure entière. Le choc fit place à une lucidité froide et dure. Les tremblements cessèrent. La peur, elle demeurait, mais transformée, fondue en une force nouvelle. Ce n'était plus de la peur, c'était de la colère. Elle se leva, marcha jusqu'à sa minuscule cuisine, se servit un verre d'eau. Dans la vitre noire, elle vit son reflet et derrière les yeux de son père. Ils ne te feront aucun cadeau, n'aie aucune pitié. Elle prit son téléphone et composa le numéro inscrit sur la carte de visite que Finch lui avait laissée. « Maître Finch, dit-elle d'une voix ferme et claire, ici Sarafina Hayes. J'ai besoin que vous organisiez mon accès au château Blackwell. J'y serai dans 1 heure. Le château Blackwell, forteresse de pierre calcaire et de verre sombre perché sur une falaise, dominant la Seine, n'était pas une demeure. C'était une déclaration. Elle proclamait que ses occupants se croyaient intouchables au-dessus des mortels. Lorsque Sarafina arriva dans la voiture de service affrétée par Finch, les lourdes grilles de fer étaient closes. Un agent de sécurité, un colosse nommé Peterson, qui l'avait toujours méprisé, sortit de la guérite. « Impossible de vous laisser entrer, mademoiselle Hayes, dit-il, un sourire moqueur aux lèvres. Ordre de madame Blackwell. Vous êtes en infraction. » Monsieur Peterson intervint maître Finch en descendant de sa voiture qui venait de s'arrêter derrière. « Voici mademoiselle Sarafina Hayes, la propriétaire actuelle et unique de ces lieux. Les documents ont été transmis à votre société de sécurité il y a 1 heure. Si vous l'empêchez d'entrer, vous serez interpellé pour violation de propriété et obstruction. Est-ce bien clair? » Le sourire du garde s'effaça net. Il s'empressa de sortir son badge et les grilles s'ouvrirent dans un grincement de métal. Sarafina franchit les immenses portes d'entrée. Le personnel conduit par Madame Davis, la gouvernante loyale uniquement à Catherine, se tenait aligné dans le grand hall de marbre. Tous la fixaient avec une hostilité à peine contenue. « Maître Finch, je présume que vous êtes ici pour inventorier les biens », lança Madame Davis d'un ton dégoulinant de mépris. Madame Blackwell est dans le salon en entretien avec ses véritables avocats. « Nous ne sommes pas ici pour inventorier », répondit Sarafina, sa voix résonnant dans la salle de marbre. Elle se surprit elle-même par sa fermeté. « Nous sommes ici pour inspecter la bibliothèque. Veuillez vous assurer que nous ne serons pas dérangés. » Elle passa devant eux sans attendre de réponse, sentant leur regard brûler dans son dos. La bibliothèque était sa pièce préférée du château, la seule qui semblait encore appartenir à Arthur. 2 étages des rayonnages jusqu'au plafond, contenant des milliers d'ouvrages. Un escalier en colimaçon menait à une galerie supérieure. « 3e étagère », murmura-t-elle pour elle-même. Histoire romaine. Elle trouva la section « Tight Live Tacite » suétonne. Et là, un volume relié de cuir rouge sombre. Les pensées pour moi-même, Marc Aurèle. Sa main tremblait à nouveau lorsqu'elle le tira. Ce n'était pas un livre, la reliure, et la couverture était fixée à une petite boîte lourde.
Derrière, comme Arthur l'avait écrit, se trouvait un trou de serrure en laiton. Finch montait la garde près de la porte. Sarafina inséra la clé. Elle tourna sans résistance, et dans un claque sourd bien huilé, une section entière de la bibliothèque pivota et s'ouvrit révélant une ouverture étroite et sombre. C'était une porte secrète, parfaitement dissimulée dans les rayonnages. Mon Dieu, souffla Finch. J'ai travaillé pour lui pendant 40 ans. Je n'ai jamais su. Il disait que personne ne le savait, répondit Sarafina. Elle chercha un interrupteur et un étroit escalier s'illumina descendant vers les entrailles du château. Elle s'y engagea, sans hésiter Finch, sur ses talons. Les marches débouchaient sur une pièce à l'opposé total, du faste, au-dessus un bunker. Les murs étaient de béton nu, l'éclairage froid et clinique, l'air maintenu à température constante. C'était un bureau privé. Une paroi entière était couverte de classeurs métalliques, chacun muni d'une serrure de haute sécurité. Sur l'autre, une rangée de serveurs informatiques bourdonnait faiblement. Au centre, sur un simple bureau en acier moderne, reposait un seul objet, un volumineux registre relié de cuir noir. Sarafina s'en approcha. Ce n'était pas un journal. Comme son titre l'indiquait, c'était un dossier. Sur la couverture en lettres dorées sobres figuraient 2 mots. Le dossier David Hayes. Elle l'ouvrit. La première page était la copie du contrat d'association original de B&H Technologies signé par Arthur Blackwell et David Hayes. La suivante, la reproduction des documents falsifiés par Catherine et Marcus pour accuser son père. Et les pages qui suivaient, Sarafina haleta. C'était un relevé méticuleux, précis, accablant de tous les crimes et immoralités commis par la famille Blackwell durant les 30 dernières années. Arthur n'avait pas seulement vécu dans le remords, il avait enquêté. Il y avait là des relevés bancaires, des preuves de virement, des transcriptions audio. Il détenait la preuve que Marcus avait détourné plus de 20 millions d'euros du fonds d'épargne salariale de l'entreprise pour éponger des dettes de jeu à Macao via une série de sociétés écrans offshore. Il détenait aussi des preuves que Béatrice avait fait chanter un sénateur français pour obtenir un permis de construction en faveur de son mari grâce à des photographies qu'elle avait fait prendre par un détective privé. Il y avait encore une attestation notariée de l'ancienne assistante personnelle de Catherine, décrivant comment celle-ci avait soudoyé des membres du conseil d'administration et falsifié des signatures pour écarter David Hayes de l'entreprise. Tout était là, date montant, réunion secrète, un aveu, pas à pas d'une conspiration. Arthur avait tout recoupé, chaque détail, chaque chiffre. C'était une bombe nucléaire. Ce dossier ne servait pas seulement à gagner un procès civil. Il suffisait à envoyer toute la famille Blackwell devant un tribunal correctionnel pour le restant de leurs jours. Sarafina murmura Finch, en lisant par-dessus son épaule, la voix presque éteinte, c'est l'un des documents les plus terrifiants que j'ai jamais vus. Il a construit sa potence et attendu 30 ans pour déclencher le piège. Sarafina tourna la dernière page. L'entrée la plus récente datait d'1 semaine avant la mort d'Arthur. Ce n'était pas un document, mais une note. Ils te traiteront de voleuse. Ils utiliseront la presse pour te peindre en coupable. Ils tenteront de te briser. Ce livre est ton bouclier, mais c'est aussi ton épée. À toi de choisir comment t'en servir. Souviens-toi de qui tu es. Tu es la fille de David Hayes. Fais-leur se souvenir de son nom. Sarafina referma le registre. La colère glaciale née dans son appartement s'était changée en une résolution implacable. Maître Finch, dit-elle en glissant le lourd volume sous son bras, ils sont en train de rencontrer leurs avocats. Je crois qu'il est temps de nous présenter. Que comptez-vous faire? Demanda-t-il. Arthur m'a laissé un choix, répondit-elle en montant les marches. Je ne crois pas que Catherine Nezis, Marcus ou Béatrice méritent de leur. Quand Sarafina et Finch pénétrèrent dans le grand salon, la scène était celle d'une panique furieuse.
Catherine Marcos et Béatrice étaient regroupées autour d'une équipe d'avocats. Celui qui menait les opérations était Corbin Thorne, célèbre avocat d'affaires connu pour sa tactique du champ de bataille juridique. « Déposez immédiatement une requête d'injonction », ordonnait Thorne. « Plaidez la démence passagère, l'influence indue et la mauvaise gestion. Nous l'enliserons dans les procédures pendant 20 ans. Elle sera ruinée avant de toucher 1 centime. » « Bonjour », lança Sarafina d'une voix claire qui résonna dans le salon somptueux. Le groupe se retourna. Les yeux de Thorne se plissèrent, l'évaluant froidement. Le visage de Catherine se tordit de dégoût. « Sortez de chez moi », cracha-t-elle. « Ce n'est pas votre maison », répondit calmement Sarafina. Elle avança jusqu'au centre de la pièce et posa le registre noir sur une table en acajou du 18e siècle dans un bruit sourd. « Qu'est-ce que c'est » demanda Thorne, intrigué malgré lui. « Ça s'appelle le dossier David Hayes » dit Sarafina. Le nom les frappa comme une décharge. Marcus devint livide. Pour la première fois, Catherine parut réellement terrifiée. Sa main trembla jusqu'à son collier de perles. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » balbutia-t-elle. « Vraiment, » répondit Sarafina. « C'était mon père, le premier associé d'Arthur, l'homme que vous avez détruit pour ériger ce mausolée. » Elle ouvrit le livre. « Je pense que vos avocats trouveront ceci instructif. » Page 42. Un relevé détaillé des virements de Marcus depuis le fonds d'épargne salariale de Blackwell Industries vers un compte écran aux îles Caïmans. Je crois que le total atteint 23,4 millions d'euros. Je suis certain que le parquet trouvera cela fascinant. Marcus parut sur le point de s'évanouir. « Vous mentez » bredouilla-t-il. « Suis-je en train de mentir » répliqua Sarafina en tournant une page. Tous les numéros de routage y sont. Ou peut-être que Béatrice préférerait que l'on discute de la page 78 de l'attestation du détective privé que vous avez engagé pour faire chanter le sénateur Thompson. L'adultère, c'est une chose, mais s'en servir pour fausser un marché public, c'est un délit de très grande ampleur. Béatrice laissa échapper un petit cri horrifié. Sarafina réserva son dernier regard pour Catherine. Et puis, il y avait le chef-d'œuvre, toute la première section, une conspiration vieille de 30 ans, visant à commettre fraude d'entreprise, falsification et détournement de fonds, tout cela pour voler l'entreprise de mon père. Elle regarda Corbin Thorne, dont le sourire prédateur avait totalement disparu. Ce n'est pas une simple contestation de testament. Maître Thorne, dit Sarafina, d'une voix qui résonna avec une autorité qu'elle ne se connaissait pas. C'est une confession criminelle, et je suis désormais l'unique propriétaire de Blackwell Industries SA, la société dont vous vous êtes rendu coupable. Elle se tourna vers la famille. Ils étaient anéantis. La reine de glace, l'héritier arrogant, la princesse méprisante, ce n'étaient plus que des personnes petites, terrifiées et coupables. « Voici ce qui va se passer », dit Sarafina, la voix abaissée en un chuchotement d'acier. Vous appelez vos avocats et vous retirez vos recours. Vous faites chacun une valise. Une voiture viendra dans 1 heure vous conduire à un hôtel. Vous ne remettrez jamais les pieds dans cette maison, ni dans toute autre propriété Blackwell. Vous signerez une abdication totale de vos droits au conseil d'administration. Elle fit une pause pesant ces mots. En échange, reprit-elle, je considérerai la possibilité de ne pas transmettre ce dossier au procureur. Vous ne pouvez pas, murmura Catherine. Je le peux, répondit Sarafina. Je suis la patronne maintenant. Vous avez 1 heure. Elle tourna les talons et sortit de la pièce Finch à ses côtés. Les semaines qui suivirent se brouillèrent. Les médias s'enflammèrent. L'infirmière mystérieuse, hérite de la fortune Blackwell, hurlèrent les unes. Les paparazzis campèrent devant son immeuble, la forçant à déménager dans un appartement sécurisé au centre-ville, payé par la succession. Les Blackwell, cependant, gardèrent le silence. Comme elle l'avait exigé, ils retirèrent leur recours.
Corbin Thorne, publia une déclaration disant que la famille souhaitait bonne chance à Madame Hayes et restait confiante en sa capacité à diriger Blackwell Industries. Ils disparurent de la vie publique, guidés par Finch et un conseil d'administration fraîchement constitué. Sarafina prit les rênes. Les premières réunions furent brutales. Les cadres tout loyaux à Marcus la traitèrent avec un mépris ouvert, avec tout le respect que je vous dois, Madame Hayes, lança un vice-président grisonnant, nommé Robert Sterling Zest, qu'une professionnelle de la santé peut connaître aux enjeux logistiques mondiaux. Sarafina s'assit à la tête de la longue table dans le fauteuil qu'occupait autrefois Arthur. « Monsieur Sterling, dit-elle, je sais que vous avez signé les notes de frais frauduleuses de Marcus Blackwell depuis 5 ans. Je sais que vous avez été le directeur des opérations d'une société dont le fonds d'épargne salariale a été systématiquement pillé. Et je sais que votre signature figure sur l'autorisation de virement illégal de 2023. Donc, avec tout le respect que je vous dois, vous avez 2 options: répondre honnêtement à mes questions et m'aider à réparer ce désastre où je fais intervenir la sécurité. Que choisissez-vous? » Le mépris disparut comme par enchantement. Les cadres se rangèrent. Sarafina enchaîna des journées de 20 heures. Elle n'était pas une PDG née, mais elle apprenait vite et elle possédait ce que les Blackwell n'avaient jamais eu, une conscience. Elle se plongea dans les archives de l'entreprise. Elle trouva où Marcus avait triché, où il avait exploité les employés, où il avait pollué. Elle découvrit aussi une solitude profonde. Elle était devenue la femme la plus riche de France et elle n'avait personne. Une île entourée de requins. Le pouvoir était immense, mais il était glacial. Une nuit épuisée, alors qu'elle passait en revue un rapport trimestriel, Finch lui apporta une tasse de thé. « Vous vous en sortez bien, dit-il doucement. Vous êtes une naturelle. Vous avez l'esprit de votre père. » « Je ne l'ai pas, répondit Sarafina en se massant les tempes. Je suis juste en colère. Je dirige tout ça à la rage pure. »« Et quand la rage s'épuisera, demanda Finch. »« Alors tu gouverneras par principe, répondit-il. Arthur savait ce qu'il faisait. Il ne t'a pas seulement donné l'argent, il t'a donné une mission. Et il avait raison. Mais la victoire la laissa vide. Les Blackwell étaient partis vivant dans une disgrâce silencieuse. Ils étaient libres et riches, même privés de l'Empire. Catherine avait son placement, Béatrice son art, Marcus ses montres. Il s'en était sorti. Sa promesse de ne pas engager de poursuite lui sembla faible comme la lâcheté de son père. C'est alors que le coup de fil arriva. Numéro inconnu. Madame Hayes. La voix était rauque tremblante. C'était Marcus. « Que veux-tu, Marcus? Je dois te voir, s'il te plaît. C'est ma mère. Elle ne va pas bien. Elle est obsédée. Elle prépare quelque chose. Je crois que tu es en danger. » Sarafina accepta de le rencontrer malgré les protestations véhémentes de Finch. Elle choisit un lieu public, l'atrium bondé du Centre culturel de Paris, sous la vaste coupole de verre du pavillon central. Elle y vint escortée de 2 agents de sécurité en civil postés à une dizaine de mètres. Marcus avait mauvaise mine. Il avait maigri, son costume de luxe pendait sur ses épaules et ses mains tremblaient. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis 1 mois. « Merci d'être venu, » murmura-t-il, s'asseyant en face d'elle. « De quoi s'agit-il, Marcus? » « De ma mère, répondit-il, le regard affolé. Elle a perdu la tête. Tu lui as tout pris, son nom, sa maison, son pouvoir. Elle rencontre des gens dangereux, pas des avocats, des gens comme ceux à qui je devais de l'argent autrefois. De quoi parles-tu? Tu sais là un Nouveau Testament, souffla-t-il en se penchant vers elle. Un document qui annule le tien. Il lui laisse tout, daté 2 jours après la signature du tien. Le sang de Sarafina se figea. C'est un faux. Bien sûr que c'en est un, siffla Marcus.
Mais c'est une falsification parfaite. Elle a trouvé un expert. Et un témoin, une infirmière de l'hôpital. Elle l'a acheté. Elle va prétendre qu'Arthur a signé ce document dans un moment de lucidité, juste avant de mourir après ton départ. Elle va le déposer demain. Ça ne marchera pas, dit Sarafina, bien que son cœur battît à tout rompre. Finch a la vidéo, les expertises psychiatriques. Tu ne comprends pas, coupa Marcus en lui agrippant le bras. Son nouveau récit, ce n'est pas que tu l'as influencé, c'est que tu l'as tué. Sarafina le fixa horrifiée. Elle va dire que tu as découvert le Nouveau Testament et que tu l'as surdosé en médicaments. Elle a payé un médecin légiste pour appuyer ses dires. Elle va demander l'exhumation du corps. Elle ne veut pas gagner un procès civil, Sarafina. Elle veut te mettre en prison pour meurtre. Cette perversité dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Pourquoi me dire ça? Pourquoi la trahir? Marcus baissa les yeux sur ses mains tremblantes. Parce qu'elle utilise mes contacts, le faussaire, le légiste. Ce sont des gens dangereux. Quand tout sera fini, ils ne nous laisseront pas tranquilles. Elle nous entraîne tous dans sa chute. Il releva les yeux désespérés. Et elle utilise l'argent du fonds de pension, l'argent que j'ai volé. Elle a trouvé mes comptes offshore. Elle les vide pour les payer. Elle me ruine. Sarafina eut un bref rire amer. Ce n'était pas du remords, seulement de l'instinct de survie. Il restait le même homme pitoyable. « Que veux-tu, Marcus? » Un accord, dit-il, retrouvant un peu de son assurance d'autrefois. « Je témoignerai. J'avouerai que le testament est un faux. Je révélerai tout ce qu'elle prépare. Je serai ton témoin vedette. En échange de quoi? D'une immunité pour le vol du fonds de pension. Tu as le registre. Tu me rends les pages qui me concernent. Tu signes un engagement à ne pas me poursuivre. Je te sauve, tu me sauves. » C'était un marché avec le diable. Si elle refusait, elle risquait un procès pour meurtre, un faux testament, un expert, acheter une tonne histoire crédible. Un jury pourrait la croire coupable, Catherine Blackwell, la veuve éplorée. Sarafina, l'infirmière, qui avait mystérieusement hérité d'une fortune colossale. Mais si elle acceptait, elle lui permettait d'échapper à ses crimes. Elle deviendrait, comme Arthur, une lâche, qui choisit la facilité. « Je suis la fille de David Hayes, pensa-t-elle. « Non, Marcus, dit-elle en se levant. « Quoi, tu es folle? Elle va te détruire. »« Non, répondit Sarafina, la voix glaciale. Tu sembles avoir oublié quelque chose, j'ai le registre. J'ai la vérité. Tu veux un accord. Très bien, mais pas ici. » Elle se pencha vers lui. « Tu viendras demain à 9h au cabinet de Maître Finch. Tu apporteras le nom du faussaire, celui du médecin légiste et toutes les preuves concernant ce Nouveau Testament. Tu signeras une confession complète de tes propres crimes. En échange, je demanderai au procureur de noter ta coopération quand je lui remettrai le dossier complet. Peut-être que tu prendras 10 ans au lieu de 20. C'est le seul marché que tu auras. » Marcus la dévisagea livide. Il avait cru la terrifier. Il avait confondu son calme avec de la faiblesse. C'était la même erreur que toute sa famille avait faite. « Tu risquerais un procès pour meurtre. Tu risquerais la prison. Pour protéger mon père, répondit-elle simplement. Je te verrai demain à 9h. Elle se détourna et s'éloigna, sa sécurité se mettant en marche autour d'elle. Elle avait peur, bien sûr. Mais pour la première fois, elle contrôlait tout. Le lendemain matin, Marcus ne se présenta pas. 9 heures passèrent, puis 10 heures. À 10h15, Maître Finch entra dans la salle de conférence où Sarafina attendait le visage fermé. « Il ne viendra pas, dit-elle, le cœur serré. »« Non, » répondit Finch gravement. « Mais Catherine, elle vient. Elle a déposé le Nouveau Testament et une requête d'audience en urgence, ainsi qu'un ordre d'exhumation du corps d'Arthur. L'audience aura lieu cet après-midi. Elle t'accuse de meurtre avec préméditation.
L'audience ne se tint pas dans une majestueuse salle lambrissée, mais dans une chambre sans fenêtre réservée aux procédures urgentes du tribunal judiciaire de Paris. L'atmosphère y était suffocante, saturée d'encaustique et d'angoisse contenue. Mais la presse avait trouvé l'endroit. C'était un cirque. Les flashs éclataient sans répit, capturant chaque battement de paupières, chaque goutte de sueur. Sarafina, assise à la table de la défense, gardait les mains jointes sur ses genoux. Elle avait choisi un tailleur bleu, marine simple et sobre, éco-conscient à l'infirmière qu'elle avait été. Elle ressemblait à un moineau encerclé par des vautours. En face, Catherine Blackwell livrait la performance de sa vie, vêtue d'un noir de deuil, signé par un grand couturier parisien. Un voile de dentelle recouvrant son visage. Elle incarnait la veuve éplorée. Elle pressait un mouchoir de soie contre ses lèvres, ses épaules tremblant avec une grâce étudiée. À ses côtés, maître Corbin Thorne, son avocat prédateur, irradiait d'une assurance carnassière. Il n'était pas venu plaider, il était venu dépecer une proie. Madame la présidente, commença Thorne d'une voix grave et mesurée, qui emplit la petite salle. Nous sommes ici non seulement pour corriger une profonde injustice financière, mais pour arrêter une criminelle. Il se tourna vers Sarafina, le regard chargé d'un mépris théâtral. Nous sommes ici pour exposer une prédatrice. Une femme qui, dans un abus de confiance grotesque, a profité d'un homme malade, vulnérable, âgé. Elle était son infirmière, sa gardienne. En somme, un ange de miséricorde. Il marqua une pause, savoura l'effet dramatique. Mais il semble que cet ange se soit davantage intéressé à son compte bancaire qu'à sa santé. Elle l'a drogué, isolé de sa famille aimante, et dans un moment de confusion, lui a fait signer un testament, qui n'est rien de moins qu'un délire. Il désigna Sarafina d'un geste théâtral. La défense vous montrera une vidéo, celle d'un vieillard délirant. Nous, en revanche, avons des preuves bien plus solides. D'un geste assuré, il sortit de sa serviette le faux testament. Voici, Madame la Présidente, le véritable dernier testament d'Arthur Blackwell, signé 2 jours avant sa mort, dans un moment de lucidité, lorsqu'il a reconnu son erreur et voulu restituer son héritage à sa famille, là où il devait être. Puis, il produisit l'affidavit acheté. Nous avons la déclaration sous serment d'une autre aide-soignante, mademoiselle Lydia Kent, qui a été témoin des humiliations, des pressions, des menaces exercées par mademoiselle Hayes sur M. Blackwell. Enfin, il brandit le rapport médical falsifié. Et plus accablant encore, Madame la Présidente, un rapport toxicologique préliminaire, commandé par ma cliente, démontrant des incohérences pharmacologiques dans le corps de M. Blackwell au moment de son décès. Des niveaux de médicaments non seulement élevés, mais létaux. Un frisson parcourut la salle. Des cris d'horreur s'élevèrent. Les flashs crépitèrent comme une tempête. Assassine, hurla quelqu'un depuis le fond du public. Thorne leva la voix triomphant. Elle ne s'est pas contentée de l'influencer. Lorsqu'elle a découvert qu'il l'avait déshérité dans ce testament authentique, elle l'a fait taire. Nous demandons une injonction immédiate, l'exhumation complète du corps et la saisine du procureur de la République pour l'arrestation de Sarafina Hayes, soupçonnée de meurtre avec préméditation. La juge Madame Helen Price, femme sévère aux traits impassibles, examina les documents, puis leva les yeux vers Sarafina. Son expression était sombre. Tout collait la veuve endeuillée, le Nouveau Testament, les preuves médicales. « Maître Finch, dit-elle d'une voix lourde votre réponse, et qu'elle soit convaincante. » Maître Finch se leva. Il était le seul à demeurer calme dans la tempête. Il boutonna sa veste, ajusta ses lunettes et s'avança jusqu'à la barre. « Maître Thorne vient de raconter une histoire remarquable, dit-il. C'est un récit captivant, dramatique, et absolument dénué de toute réalité. Ce n'est pas seulement une invention, c'est une conspiration criminelle active. Il a présenté un testament falsifié, une attestation mensongère et un rapport médical frauduleux. Et nous pouvons le prouver. » Thorne ricana. « Des preuves.
Vous n'avez rien. Une vidéo tremblante d'un vieillard sénile. Nous avons bien plus que cela, répondit Finch, sa voix calme mais ferme. Maître Thorne a bâti tout son dossier sur un mensonge et nous avons un témoin prêt à révéler la fabrication de ce mensonge. Il se tourna vers la juge. La défense appelle à la barre Monsieur Marcus Blackwell. Le nom tomba comme une pierre dans l'eau. Derrière son voile, Catherine se figea. Ses tremblements cessèrent. Elle leva les yeux vers Finch, le regard soudain aigu incrédule. « Marcus » murmura-t-elle assez fort pour que le premier rang l'entende. « Il n'est pas ici, balbutia Maître Thorne, visiblement déstabilisé. Madame la présidente M. Blackwell ne figure pas sur notre liste de témoins. Nous ignorons où il se trouve. Oh, moi je le sais. Maître Thorne, répondit Finch d'un ton calme, se tournant vers les lourdes portes de chêne au fond de la salle d'audience. Il est à cet instant même sous la garde de la police judiciaire française. Les portes s'ouvrirent dans un fracas. 2 officiers entrèrent encadrant Marcus Blackwell, les poignets menottés devant lui. Il n'était plus l'héritier arrogant qu'on avait connu. Son visage était livide, son costume froissé, et tout en lui respirait la défaite. La salle explosa en murmures et exclamations. La juge Helen Price dut frapper de son maillet pendant 30 secondes pleines pour rétablir le silence. Catherine s'était levée. D'un bond oubliant, son voile, le visage ravagé par la stupeur et la rage. « Marcus, qu'est-ce que cela signifie? » « Qu'as-tu fait, Madame Blackwell? Asseyez-vous, » ordonna la juge sèchement. Marcus fut conduit à la barre. On lui fit prêter serment. Sa main tremblait tellement qu'il peinait à la lever. Il n'osa pas regarder sa mère. Monsieur Blackwell commença Finch, la voix précise, tranchante. « Vous vous êtes pas à se présenter ce matin au bureau du procureur, n'est-ce pas? »« Oui, » souffla Marcus d'une voix éteinte. Et ce faisant, vous avez signé une confession complète concernant plusieurs délits financiers, notamment le détournement de plus de 23 millions d'euros du fonds de retraite de Blackwell Industries, Thorne bondit. Objection. Madame la présidente, hors de propos. C'est au contraire tout à fait pertinent, répliqua Finch. Cela établit la situation de désespoir dans laquelle se trouve cette famille. Rejeté, trancha la juge. Poursuivez. Vous avez également fourni un témoignage sur l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Monsieur Blackwell, je vous montre ce document que Maître Thorne présente comme le dernier testament de votre père. L'avez-vous déjà vu? Marcus regarda le papier, puis sa mère. Le regard brûlant qu'elle lui lança le fit vaciller. Oui, dit-il enfin. Et où l'avez-vous vu? Dans le bureau de ma mère il y a 2 semaines. Votre père Arthur Blackwell était-il présent? Non. Qui était là? Alors Marcus inspira difficilement. Ma mère et un homme nommé Louis Petro. C'est un spécialiste, un faussaire. Un silence de plomb tomba. Catherine s'agrippa à la table, les jointures blanchies. Ma mère continua, Marcus, la voix brisée, lui a versé 200 000 € pour fabriquer ce document. Elle a payé le docteur Miles, le médecin légiste, pour établir le rapport toxicologique. Elle a payé l'infirmière Lydia Kent. Elle utilisait mes comptes offshore pour les rémunérer. Elle voulait faire accuser mademoiselle Hayes de meurtre. Elle disait que c'était le seul moyen de laver le nom de la famille et de récupérer l'argent. Catherine poussa un son rauque, pas un cri, mais un grondement animal. Espèce de rat misérable et ingrat, hurla-t-elle se jetant vers lui avant qu'un huissier ne la retienne. Tout ça, je l'ai fait pour nous. C'est moi qui ai bâti cette famille. Tu as toujours été faible comme ton père. Madame Blackwell, vous êtes en outrage à la cour, tonna la juge Price. Maître Thorne, blême semblait frappé par la foudre. Toute son affaire, toute sa carrière s'effondrait sous ses yeux. Madame la présidente, ce témoin est compromis, balbutia-t-il. C'est un homme désespéré qui tente de sauver sa peau. Il dirait n'importe quoi. Il a raison,
dit calmement Finch en se tournant vers la salle imperturbable. Monsieur Blackwell est un homme désespéré. Et il tente de sauver sa peau. C'est précisément pour cela que nous le croyons. Il marqua une pause. Mais son témoignage n'est pas notre preuve. Ce n'est que l'introduction. Finch retourna à la table de la défense, où Sarafina restait assise pâle, mais les yeux clairs. Il souleva le lourd registre noir relié de cuir. « Madame la Présidente, vous voulez savoir pourquoi Arthur Blackwell a légué sa fortune à Mademoiselle Hayes. Pourquoi Catherine Blackwell a eu recours à la falsification, à la corruption, à la conspiration pour meurtre. Il posa le livre sur le bureau de la juge. Le bruit sourd résonna dans toute la salle. Ce n'est pas dans ces faux documents que se trouve le mobile. C'est ici. Le silence était total. Ce registre s'appelle « Le comte David Hayes ». C'est le dossier personnel et méticuleux sur 30 ans d'Arthur Blackwell. Il y consigne les crimes, les fraudes et les actes immoraux de sa propre famille. Catherine, encore retenue par l'huissier, se figea. Le sang quitta son visage. C'était le coup qu'elle n'avait pas anticipé. Ce livre, déclara Finch d'une voix claire, décrit le péché originel, une conspiration vieille de 30 ans, orchestrée par Catherine Blackwell, pour dépouiller, ruiner et détruire le premier associé d'Arthur, un homme nommé David Hayes. Il se tourna vers la cour et désigna Sarafina, un homme qui était son père. Le testament n'était pas un vol, Madame la Présidente, conclut Finch. C'était une restitution. Ce registre contient la preuve du détournement du fonds de retraite, les détails du chantage exercé sur un sénateur et de la main même d'Arthur, le récit complet de la fraude qui a bâti l'empire Blackwell. Il se tourna de nouveau vers la juge. « Cette audience est une mascarade », déclara Finch d'une voix glaciale. Le dernier acte désespéré d'une dynastie criminelle. Nous demandons le rejet immédiat de la plainte et prions le tribunal de reconnaître la présence du procureur de la République ainsi que des 2 officiers de la brigade financière qui patientent depuis le début dans le public. Il me semble qu'ils détiennent un mandat d'arrêt à l'encontre de Madame Catherine Blackwell et peut-être aussi, ajouta-t-il, en jetant un regard tranchant vers Thorne de son conseil pour conspiration, falsification et subornation de témoins. Lorsque les agents s'avancèrent, Catherine ne résista pas. Elle ne cria pas. La reine de glace s'était brisée, ne laissant qu'une femme vide et vaincue. On lui passa les menottes. En la conduisant hors de la salle, elle s'arrêta un instant devant Sarafina. Leurs regards se croisèrent pour la première fois comme égales. Tout ça, pour rien, murmura Catherine, non pas dans le remords, mais dans une amertume abyssale. Puis elle disparut. L'épilogue fut rapide. Le châtiment total. L'empire Blackwell construit sur une tombe s'effondra dans la sienne. Catherine fut condamnée et mourut en prison 2 ans plus tard. Marcus, en échange de son témoignage, purgea 7 ans pour détournement de fonds avant d'être libéré, ruiné, brisé. Corbin Thorne fut radié du barreau. Les gros titres changèrent du jour au lendemain, la revanche du fantôme, l'empire volé, l'infirmière invisible qui vengea son père. Pendant quelque temps, Sarafina Hayes fut la femme la plus célèbre du monde. Elle emménagea dans le grand penthouse parisien, mais s'y sentait prisonnière. Le silence y pesait plus lourd que dans son ancien petit appartement. La victoire était glaciale. Elle avait gagné. Elle avait vengé son père. Mais elle était désormais la seule propriétaire d'un monument à sa souffrance. Alors elle fit un autre choix. Elle n'était pas une Blackwell. Elle était une Hayes. Elle ne garda pas l'empire, elle le démantela. Elle vendit Blackwell Industries à une entreprise plus éthique, sous une seule condition que le fonds de retraite pillé soit intégralement reconstitué avec intérêt et qu'aucun employé ne soit licencié. Elle vendit le manoir Blackwell, transformé en musée d'art public. Elle vendit le penthouse, la villa Les Montres et les tableaux. Un an jour pour jour après le verdict, Sarafina Hayes était-elle assise sur un banc de parc, mangeant un simple sandwich.
Elle portait un John, un pool ordinaire. Elle n'était plus milliardaire. Les 900 millions d'euros, l'argent qui aurait dû appartenir à son père, elle les avait consacrés à la création de la Fondation David Hayes, le plus grand fonds de défense juridique de France pour les victimes de fraude d'entreprise et de criminalité financière. Maître Alistair Finch, désormais retraité et président bénévole du conseil, vint s'asseoir à côté d'elle, lui tendant un gobelet de café fumant. « Tu sais, dit-il, tu viens d'approuver une subvention qui sauvera sans doute 1 millier de familles du prochain Marcus Blackwell. » Sarafina sourit en regardant les enfants jouer sur l'herbe. La rage avait disparu. La peur aussi. Le poids écrasant du fardeau d'Arthur s'était enfin envolé. « Tu lui ressembles aujourd'hui, » murmura Finch. « À David. Tu as ses yeux. »« Parfait, » répondit-elle en buvant une gorgée de café. « Je ne suis plus riche, Alistair. Je ne suis plus un fantôme ni une reine. Et qu'es-tu alors? » Elle tourna le visage vers le soleil et sourit. « Libre. Le monde est plein de gens invisibles, ceux que les puissants et les impitoyables relèguent dans l'ombre. » Sarafina Hayes en faisait partie jusqu'au jour où on lui donna le pouvoir de se défendre. Mais le vrai pouvoir ne résidait pas dans les 900 millions. Il résidait dans son choix, ne pas devenir le monstre qu'elle combattait, mais rendre justice à ceux qui n'en avaient aucune. Et vous? Que pensez-vous du dernier choix de Sarafina? Sa justice fut-elle trop sévère? Ou pas assez? Dites-le nous dans les commentaires, nous lisons chacun d'entre eux. Cette histoire nous rappelle que la personne la plus silencieuse dans une pièce est souvent la plus forte. Si le parcours de Sarafina de Fantôme à gardienne vous a ému, appuyez sur « J'aime ». Partagez cette histoire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous pour découvrir chaque semaine de nouvelles histoires vraies et poignantes. Votre soutien signifie tout.